Bonjour, bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, un épisode un peu blasphématoire, encore plus que les précédents, je crois. Si vous avez été choqué de voir du Lagavulin 8 ans versé dans un tube à essai qui a contenu Dieu sait quoi avant, il est grand temps d'arrêter cette vidéo tout de suite. Et de vous désabonner, des fois que je récidiverai. Beaucoup d'amateurs de malt aiment le whisky ayant maturé partiellement ou totalement dans un fût ayant contenu du Xérès, du sherry. Du Rérès. Le sherry est un vin blanc, sérieux, muté. C'est quoi? Après récolte, les grains de raisin subissent l'action de la fermentation alcoolique, celle que l'on a rencontrée dans l'épisode 3, pendant une durée maximale de 7 jours. Puis, sous l'action du climat, avec le Levante, ce vent chaud issu du Sahara, et avec le Poniente, ce vent humide qui vient de l'Atlantique, a lieu la fermentation malolactique qui produit de l'acide lactique, comme son nom l'indique, mais aussi, et on l'a déjà croisé dans l'épisode 3, du diacétyl. Ouais, enfin, jusque-là, ça ressemble à la fabrication d'un vin normal. C'est quoi muté? J'y viens. Le vin est ensuite soutiré en fût de chêne européen, traditionnellement, ou américain, plus récemment. Il y a de nombreuses variétés de sherry. Je me concentrerai sur deux types, l'Oloroso et le Pedro Jiménez. Après une première phase de maturation dite biologique, où une flore se développe à la surface du vin qui l'isole du contact oxydatif de l'air contenu dans le fût, on leur rajoute un distillat de vin qui détruit le voile protecteur en tuant les levures formées pendant la phase initiale de maturation. Ainsi, le vin est muté, en étant porté à un degré de 17,5 degrés pour les Oloroso et 15 degrés pour les Pedro Jiménez. De nouveau au contact de l'air, le vin passe à la phase de maturation dite oxydative qui va durer parfois plusieurs dizaines d'années. Et c'est durant ce long laps de temps qu'il acquiert cette robe sombre, très sombre même dans le cas du PX. Et donc ce sont juste ces 2,5% de différence de titre en alcool qui différencient les Oloroso des Pedro Jiménez? Non, ce sont deux cépages différents. Ah, le PX c'est un cépage rouge. Non, blanc, tu n'as pas écouté. Et c'est durant ce long laps de temps qu'il acquiert cette robe sombre, très sombre même dans le cas du PX. Les Oloroso viennent du cépage Palomino Fino, comme presque tous les autres sherry d'ailleurs, tandis que les Pedro Jiménez, eux, viennent du cépage Pedro Jiménez. Ouais, ils avaient plus d'idées les mecs pour nommer leur sherry. Avant de continuer, je précise, dans cette vidéo, il n'y aura aucun jeu de mots avec sherry. Et autre spécificité, les grains de raisin sèchent pendant 15 jours sur des tapis de paille. Comme le vin de paille dans le Jura. Voilà. Et se parler à soi-même, c'est grave sinon? Ça se soigne très bien. La question que je me pose dans cet épisode, c'est quand je déguste un verre de whisky, quel volume de sherry pur est-ce que j'avale? Ce qui revient à dire, dans un fût de sherry, quel volume de sherry se cache dans le bois? Pour tenter de répondre à cette question, je vais me fier à la couleur uniquement. L'Aberlour A'bunadh, on l'a vu dans l'épisode 4, est un whisky assez sombre qui a maturé uniquement dans un fût de premier remplissage de sherry Oloroso. La couleur de ce whisky vient donc essentiellement du sherry qui a imprégné le bois du fût. Quand je dis essentiellement, je veux dire majoritairement. J'ignore le pourcentage d'influence du sherry par rapport au chêne lui-même, mais je fais l'hypothèse raisonnable que ce pourcentage est élevé. En effet, les fûts ayant contenu du vin ou du vin muté, type sherry ou madère, sont très actifs. Certains whiskies sont affinés avec ce type de fût pour quelques mois uniquement, après une période de maturation plus importante dans un fût moins actif, typiquement un fût ayant contenu du bourbon. Et pourtant, ces quelques mois suffisent à transmettre notablement les arômes du vin dans le whisky. Or, si les arômes passent dans le whisky, la couleur devrait elle aussi passer. Du moins, c'est l'hypothèse que je fais. Ma démarche est la suivante. Je vais ajouter du sherry à un whisky jeune et peu coloré jusqu'à ce que celui-ci soit aussi sombre que l'Aberlour A'bunadh. On imagine que la couleur qui existe déjà vient du chêne européen lui-même et non pas du sherry qui l'a contenu. Oui, il y a beaucoup d'approximations dans cette démarche, mais ce que je recherche, c'est moins une valeur précise qu'un ordre de grandeur. Pour ce faire, je vais prendre le Craigellachie de chez Distiller's Art. Sans mention d'âge, donc, certainement assez jeune, moins de 10 ans à coup sûr, on voit qu'il a maturé dans un hogshead de deuxième remplissage, ce qui est un fût assez peu actif. Ce whisky titre à 48 degrés. Maintenant, pour que la comparaison soit plus pertinente, il faudrait réduire l'Aberlour A'bunadh à 48 degrés. En effet, ce whisky est mis en bouteille à la force du fût à 60,7 degrés. Comme dans l'épisode 4, nous allons évaluer la couleur du whisky par le biais de la spectrophotométrie, c'est-à-dire en mesurant l'absorbance. Mais cette fois, nous allons utiliser un dispositif plus simple que le spectrophotomètre, le colorimètre. Il fonctionne exactement sur le même principe, sauf qu'ici, c'est moi qui vais sélectionner manuellement la couleur de la lumière qui va traverser le whisky par l'intermédiaire d'un filtre. On a vu que les whiskies absorbaient beaucoup dans le violet, donc pour avoir la gamme la plus large possible d'absorbance, je vais choisir un filtre violet, ou bleu-violet, disons.
Alors mesurons l'absorbance du sherry pur. « 1,993, presque 2. On répète l'opération avec le Craig-Ellachie. 0,033. Donc vous voyez, ça se confirme hein, numériquement. Le Craig-Ellachie est vraiment un whisky très très clair. On répète l'opération sur l'Aberlour dilué, c'est-à-dire réduit à 48. 0,78. Pour faire une comparaison simple avec un Sherry Butt de 500 litres, je prépare maintenant 50 ml de Craig-Ellachie. Je vais maintenant rajouter 2 gouttes de sherry à mon Craig-Ellachie pour me rendre compte un peu du pouvoir colorant du sherry. Allez, juste 2 gouttes. 1, 2. Je mélange. Bon, visuellement, je dirais qu'il n'y a aucune modification. Maintenant, on va quantifier ça avec le colorimètre. 0,07071, donc vous voyez, ça a quand même augmenté un petit peu, même si les valeurs sont encore beaucoup plus faibles, 10 fois plus faibles que pour mon Aberlour Arbonade, même dilué. Et au fait, ça représente quel volume une goutte de sherry? Bon, j'ai fait la mesure, une goutte fait environ 0,03 ml de liquide. Alors bref, j'ai répété l'opération un certain nombre de fois, j'ai rajouté progressivement du sherry et j'ai mesuré à chaque fois l'absorbance. Et bien évidemment, plus je rajoute du sherry, plus mon whisky devient sombre et plus l'absorbance augmente. Donc voilà les valeurs que j'ai obtenues en préparant la manip. Et quand on trace la courbe, il se trouve que cette courbe ressemble beaucoup à une droite, comme on peut le voir. Qu'est-ce que je fais de cette droite? Eh bien, comme la dernière fois, par lecture graphique, je regarde l'absorbance 0,78, c'est-à-dire celle de l'Aberlour dilué, et je regarde le volume qu'il faut ajouter de sherry dans le Craig-Ellachie pour obtenir la même teinte que l'Aberlour dilué. Donc 6,7 ml de sherry pur pour 50 ml de Craig-Ellachie. Et un rapide calcul nous indique que pour un fût de sherry de 500 litres, eh bien, il y a donc 67 litres de sherry qui se cachent. Ça fait environ 100 bouteilles. Ce résultat paraît d'autant plus énorme que j'ai utilisé du Pedro Ximénez au lieu de l'Oloroso pour colorer mon Craig-Ellachie. Mon premier réflexe quand je vois les résultats de mon expérience, c'est de me dire que mon hypothèse de ce travail est fausse. À savoir qu'il n'y aurait pas que le sherry qui colore le whisky, mais aussi les tanins issus du fût, c'est-à-dire issus du chêne européen. On peut être défaitiste, mais on peut aussi examiner les faits. Voici un empilement de sherry butts dans une Solera, en Espagne. Ce ne serait pas trop abusé de dire qu'un sherry butt ressemble beaucoup à un cylindre. Okay, c'est un peu plus enflé qu'un cylindre, mais on pourrait considérer que c'est un cylindre. Si on voulait calculer la surface du bois qui est en contact avec le sherry en l'occurrence, on pourrait se dire qu'on a l'air de 2 disques, ici un rouge, plus l'air du cylindre, qui est en fait un rectangle enroulé sur lui-même. Et bien, quand on additionne ces deux surfaces, ces deux aires, figurez-vous que pour un sherry butt, on obtient 6 mètres carrés. L'épaisseur d'un fût de sherry est de 27 mm. Imaginons qu'on mette les 6 mètres carrés de bois qui le composent à plat, et qu'on imagine à nouveau que ce bois absorbe sur 10 mm. Soit 1 cm. D'accord? Eh bien, figurez-vous que ça ferait un volume de 60 litres. Alors oui, ok, j'exagère, il n'y a pas 1 cm de bois qui est remplacé par 1 cm de sherry pur, mais tout ça pour vous dire que ce 60 litres n'est peut-être pas une valeur aussi exagérée qu'il n'y paraît. Alors je vais donc me fier à mes résultats, et je vais ajouter à 50 ml de Craig-Ellachie un volume de 6,7 ml de sherry pur. Alors, juste pour vérifier que ça a marché, de côté. Hop, c'est le moment de vérité.
On va goûter les 3 boissons, le sherry pur, le Craig Elachie pur et le Craig Elachie imprégné de sherry. Alors, en ce qui concerne le sherry, des notes de pruneau, de figue, de raisin cuit, très sucré également. Une bouche excessivement sucrée, c'est vraiment une boisson de digestif, tapisse la gorge, caramel, fruits rouges, subtilement épicé. Goûtons maintenant le Craig Elachie pur. Alors comme on l'a dit, il a maturé dans un fût de Bourbon, ils ont déjà au moins servi une fois. Assez vif, levuré, un peu austère, quelques notes de vanille, quelques notes d'alcool qui viennent également gêner un petit peu en bouche. Assez doux, bien épicé, un peu vert, quelques fruits en fin de bouche et dans la finale. Dans une dégustation précédente, j'avais détecté de l'ananas rôti, mais là je ne l'ai pas. Goûtons maintenant notre création, le Craig Elachie mélangé au sherry. Donc, comme on l'a vu, il a la même couleur que la Berlot Rabounade qu'on a réduit à 48. Donc maintenant, qu'en est-il des arômes et du goût? Beaucoup plus de profondeur, il apparaît presque boisé. On reconnaît les notes un peu vives, un peu fortes et levurées du Craig Elachie. Il y a comme du caramel. Et oui, je pense qu'on pourrait largement confondre ça avec un whisky fini au sherry. Alors évidemment, moi je sais que c'est le résultat d'une expérience. J'essaie de me mettre dans la tête de celui qui boit ça en aveugle. Vous voyez de la douceur, c'est mielleux. En bouche, le sherry atténue vraiment la vivacité du Craig Elachie. On a vraiment ce côté sucré, mais il y a un équilibre pas mal avec le Craig Elachie. Par contre, dans la finale, on a vraiment le côté encore bien vif du Craig Elachie. On n'a pas cette plénitude due au Pedro Ximénez. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le Pedro Ximénez ne masque pas la jeunesse de ce Craig Elachie. Mais au nez, la fusion est vraiment très bien. Le côté fruits rouges du sherry transparaît pas vraiment. Alors, le résultat est assez intéressant. Notons aussi que l'ajout de 6,7 ml de sherry dans 50 ml de Craig Elachie a fait baisser le titre. On est en dessous de 48 maintenant. Quand on sait qu'une distillerie paye un fût de sherry vidé 10 fois plus cher qu'un fût de bourbon vidé, on comprend pourquoi les whiskies partiellement ou totalement maturés en fût de sherry sont plus rares et plus chers. Une petite suggestion pour les amateurs fauchés de whisky, mettez la main sur une bouteille de PX, telle que celle-ci, pour moins de 10 €, et vous en mettez donc quelques centilitres dans une bouteille de whisky. Donc ça va vous coûter quelques centimes d'euros, en gros. Et vous voilà avec un whisky fini au PX à moindre coût. Alors bien sûr sans l'influence du chêne européen. Donc c'est vrai que le côté épicé ne va pas transparaître. Mais par contre, pour le côté rond, le côté sucré, eh bien, vous avez un apport non négligeable issu du sherry. A bientôt pour un prochain épisode.